C'est le 1er janvier 1959 que Fidel Castro succède à la dictature de Fulgencio Batista à Cuba. Au début de son régime, Fidel Castro ne se déclarait ni capitaliste ni communiste. Sa perception des choses changera graduellement lorsque les États-Unis décideront d'entamer un embargo sur les produits cubains. Étant le principal importateur des produits de l'île, en créant cet embargo, les États-Unis espéraient appauvrir le pays et le forcer à se plier à ses exigences. Ce châtiment, en plus de l'attitude des touristes américains et de leur gouvernement qui intervient sans cesse dans les affaires du pays, alimente grandement le sentiment de haine de la part des Cubains envers le capitalisme. Mais cette haine ne suffit pas à redonner sa liberté au peuple cubain. C'est finalement l'Union soviétique qui vient à la rescousse des Cubains et qui, en achetant le sucre bouté par les États-Unis, redonne à l'île sa liberté économique. Les États-Unis y voient alors une menace directe et le président Eisenhower cherche à empêcher cette collaboration. Mais Castro ne s'en soucie guère, se joint au régime communiste et le soutien de l'URSS ne faiblissant pas. Voyant que le boycott américain n'a pas l'effet voulu, la CIA prépare un plan d'intervention sur l'île pour renverser le président révolutionnaire. Le 17 avril 1961, elle met son plan en marche. La stratégie est simple, camoufler des avions américains en avions cubains et bombarder l'île. S'appuyant sur l'administration d'Eisenhower, le gouvernement de Kennedy lance un débarquement d'environ 2000 réfugiés cubains anti-castristes entraînés par la CIA dans la baie des Cochons. Cependant, l'attaque se révèle être un échec puisque 3 jours plus tard, les 1179 survivants du débarquement sont faits prisonniers par des milices populaires cubaines. Pour se défendre contre une autre attaque, Cuba forme sa propre armée révolutionnaire nommée FAR, Force Armée Révolutionnaire. Cette milice est armée et entraînée gratuitement par l'Union soviétique. Moscou s'implique donc maintenant complètement dans la politique et l'économie de Cuba. L'île se prépare à une guerre plus importante contre les États-Unis et le sujet de l'utilisation d'armes nucléaires est abordé. La menace nucléaire s'intensifie et les tensions montent. En 1962, des avions U-2 découvrent en survolant Cuba la présence de rampes de lancement de missiles nucléaires soviétiques. À cette distance, presque tout le territoire américain est à la merci des armes atomiques. En apportant ces missiles si près du territoire ennemi, Nikita Khrouchtchev venait imposer la supériorité soviétique, profitant de son image déjà renforcée par le lancement du Sputnik 1 et par le manque d'expérience du président Kennedy, qui, selon le chef russe, serait facile à ébranler. La marine des États-Unis instaure alors un blocus sur l'île de Cuba, interdisant à tout navire de s'en approcher. Le monde entier retient son souffle et craint le pire. Khrouchtchev décide finalement de négocier avec le président Kennedy, déclarant qu'à la condition que les États-Unis n'envahissent pas Cuba et qu'ils retirent leurs missiles Thor et Jupiter de Turquie, l'Union soviétique se retirait de l'île avec son matériel nucléaire. Le président américain accepte les conditions de son homologue russe et se soumet à toutes ces demandes. Les États-Unis comme l'Union soviétique sont soulagés voyant leur territoire à l'abri de toute attaque nucléaire provenant d'une base terrestre. En résumé, l'alliance avec Cuba fut pour l'URSS une avancée stratégique importante puisqu'elle se rapprochait ainsi grandement de son opposant et qu'elle réussissait du même coup à apeurer grandement les États-Unis ainsi que les autres pays capitalistes. Cependant, Nikita Khrouchtchev est sorti très affaibli de ce conflit. Le fait qu'il ait eu à se plier aux demandes des États-Unis a été perçu comme un signe de faiblesse de la part des capitalistes, mais aussi de son peuple.